Bonjour tout le monde. Après avoir évoqué donc la nouvelle, les essais, les romans, le théâtre, nous arrivons à un autre grand genre de la Renaissance qui est la poésie. Donc, la poésie, on l'avait déjà un petit peu évoqué quand nous parlions de Pétrarque. La révolution poétique de la Renaissance commence par le Canzoniere de Pétrarque. Donc, c'est là c'est l'œuvre qui va devenir progressivement dans toute l'Europe et au-delà, dans les colonies, un véritable modèle de lyrisme pour la poésie donc lyrique. Héritier lui-même du Dolce Stil Nuovo, la forme italienne qu'avait pris la lyrique courtoise médiévale, Pétrarque célèbre la passion que lui inspire Laure, donc une jeune fille rencontrée à Avignon, où il suivait la cour pontificale au moment du schisme, donc qui s'était créé, où il y avait deux papes, un pape à Rome et un autre pape qui s'était installé dans le sud de la France, à Avignon. Donc Pétrarque a suivi la cour d'Avignon, il rencontre Laure, qui se marie à quelqu'un d'autre et qui meurt très jeune de la peste, justement, et on voit comment la peste, dans ce temps de pandémie actuel où on vit, on voit aussi quelles sont les influences énormes que ça a pu avoir donc, sur l'histoire de l'humanité et aussi donc, sur l'histoire, évidemment, culturelle et littéraire. Et pendant 20 ans, In vita et in morte, donc dans la vie et dans la mort, Pétrarque réunira dans son canzoniere les vers confidents d'une expérience amoureuse exceptionnelle. Idéalisation de la personne et des vertus de l'aimer, mais surtout souffrance de la passion non récompensée. C'était déjà le cas dans la tradition de la lyrique courtoise et de l'amour courtois. Métamorphose qui assaille l'amant dépossédé de son identité. Remords aussi du chrétien qui a voué sa vie à l'affection d'une créature mortelle, nous dit Tournon. À l'origine, donc, le canzoniere euh, se présentait comme un parcours conduisant des erreurs juvéniles de l'amour au repentir chrétien, et de mes égarements, la honte et le fruit, dit-il dans le premier sonnet. Cet itinéraire, au fil des ans, va être contredit par le thème de la célébration de l'or et des mérites d'un amour qui tend à la sublimation, puis par celui du deuil. Un deuil qui, découverte capitale, ne change rien aux tourments et conflits du poète, car le désir vit alors que l'espérance est morte. La mort de l'or en 48, donc, devient ainsi le véritable axe du livre. Seule la chanson à la Vierge, conçue pour servir de conclusion, ainsi qu'une hâtive redistribution des 31 derniers textes, renoue avec le projet initial. Mais si le plan du canzoniere est sans cesse remis en question, c'est aussi parce que son centre vital est ailleurs que dans une simple parabole, qu'elle soit morale ou amoureuse. La Vita Nova de Dante était née d'un projet analogue, donner un sens à une expérience d'écriture en même temps qu'à une expérience de l'amour. Mais Dante, notamment grâce à la narration en prose qui reliait les poésies, décrivait un parcours linéaire vers la sublimation ultime de ces deux expériences. Alors que le canzoniere, lui, il fonctionne déjà sur un mode discontinu, à savoir l'analyse d'un jeu lyrique déchiré par d'intimes contradictions. Je vois le meilleur et je choisis le pire. Son modèle est ici le Saint-Augustin des Confessions. Et on voit aussi tout ce qui annonce ce qu'on a pu dire quand on parlait de Montaigne, la subjectivité, etc., bien plus tard, évidemment, 2 siècles plus tard. Le débat moral en est l'expression la plus visible, mais la conception du temps et de la mémoire comme de catégories intérieures à l'individu est elle aussi augustinienne, elle vient aussi de Saint-Augustin. De même que l'analyse des phénomènes de l'esprit, la réviviscence du souvenir, la production des rêves, les fantasmes, et de tout ce qui relève du pouvoir créateur de l'imagination. Donc, dans la belle traduction d'Aragon, il arrive parfois que pour me consoler, madame m'apparaisse ou pitié la ramène. Je n'ai dans cette vie aucun autre secours. Ah, si des mots qu'elle a, la lumière inhumaine, je pouvais la redire, en serait aveuglé. Non pas l'homme d'amour, mais le tigre, mais l'ours. Par cette obstination à redire le déchirement de l'être,
Par ce culte du tourment délicieux, l'inspiration pétrarchiste se situe à l'opposé du platonisme qui, s'il nie pas les contradictions, dans le Phèdre de Platon, il y a déjà l'image des deux chevaux de l'âme, un docile et l'autre rétif. Donc, s'il ne nie pas les contradictions, le legs de Platon se propose plutôt la réconciliation de la créature, c'est le mythe de l'androgyne, et sa réunion avec Dieu. Alors que, donc, chez Pétrarque, il y a déjà plutôt le sentiment aigu de la dissonance, et ce qu'on retrouvera encore chez Montaigne. Et bien plus tard, chez Baudelaire, etc. etc. En composant son canzoniere de chansons et de sonnets, Pétrarque assura la fortune européenne du sonnet. Et ça va être vraiment la forme de prédilection du lyrisme de la Renaissance partout en Europe. Alors que le sonnet italien faisait suivre 2 quatrains aux rimes embrassées de 2 tercets construits sur 2 rimes seulement, le XVIe siècle français va imposer une autre forme, une variation, c'est des tercets construits sur 3 rimes selon 2 combinaisons dominantes, CCD, EED ou CCDEDE. Donc, il va y avoir comme ça une variante aussi et des jeux aussi de virtuosisme. Il y a un côté très musical du sonnet, très rythmique, qui va se traduire dans les différentes langues en essayant de chercher les mêmes effets musicaux, les harmonies et les disharmonies, et en même temps, donc des variations comme des variations musicales, en fait, autour du même principe et du même schéma. Le sonnet n'est pas tout à fait une forme fixe. À une poétique de la répétition qui prévalait dans la chanson courtoise, comme dans les formes fixes qu'étaient les rondeaux ou les ballades, qui continuent. Hein. Ça ne veut pas dire qu'à la Renaissance, on ignore tout de la poésie, de la riche poésie médiévale. Et vous voyez que déjà Pétrarque était nourri de poésie courtoise. Ce sera le cas aussi pour les Français. Mais il y a une volonté plus systématique, nourrie aussi de poésie antique. Donc la poétique de la répétition, qui était avant au Moyen-Âge prédominante et à laquelle obéissent encore les 2 quatrains, le sonnet oppose, dans le jeu des tercets, une ouverture sur un nouveau système de rimes qui est à la fois plus libre et plus riche. On peut voir dans le sonnet une strophe unique de 14 vers, articulant autour de la forme charnière d'un distique central, donc les vers 9 et 10, des quatrains traditionnels à un quatrain final de conception plus souple. Et c'est une perspective qui permet de comprendre, dit Tournon, aussi bien son acclimatation rapide dans un XVIe siècle qui est encore héritier des formes lyriques médiévales que certaines réticences par des poètes et des critiques devant l'innovation apportée par les tercets, qui s'éloignent donc du système traditionnel. Donc une forme qui elle-même est une sorte de symbole de la Renaissance aussi, dans le jeu entre continuité, rupture, le passé, le moderne, etc. Les quatrains sont, nous dit lui Aragon, comme les 2 miroirs d'une même image ou miroirs l'un de l'autre, une sorte de dilemme dans lequel le poète est enfermé. Au corset étroit des quatrains dont la rime est au départ donnée s'oppose cette évasion de l'esprit, cette liberté raisonnable du rêve, les tercets. Par cette structure dialectique, le sonnet se prête au dialogue, à la recherche d'un équilibre entre l'expression personnelle et l'action sur autrui. Il est ainsi particulièrement approprié à la requête amoureuse. Dans le même temps, par la stylisation qu'il impose aux sentiments, par une thématique de la souffrance, de l'échec et du renoncement, hérité de Pétrarque, il se prête à la traduction du désir, de sa nécessaire insatisfaction et de sa sublimation esthétique, bien accordée en cela à la personnalité, la condition sociale et les ambitions littéraires des poètes en France de la moitié du XVIe siècle, mais un peu partout ailleurs à différentes époques. Le sonnet, par exemple, le sonnet pétrarchiste va arriver en Angleterre un peu plus tard, et c'est Shakespeare qui va en faire donc la version qui est restée très célèbre avec ses sonnets.
Alors, le pétrarchisme va être un phénomène vraiment européen et il va accompagner la diffusion de la Renaissance de la même manière qu'on va imiter les tableaux de la Renaissance italienne, on va imiter le pétrarchisme et les vers pétrarchistes. Et c'était déjà à l'origine un mouvement italien. Donc, il y a eu beaucoup d'imitations italiennes de Pétrarque, donc c'était déjà devenu un mouvement. Et ensuite, la France, l'Espagne, l'Angleterre, etc. Il se caractérise donc le pétrarchisme d'un côté par un succès qui en fait une mode et qui impose un renouvellement constant. Et là, par exemple, il y a ceux qui sont un peu plus sages dans la tradition, comme Bembo dans ses rimes, donc, ou d'autres qui sont plus sophistiqués donc au Quattrocento, il y a toutes sortes de variantes. Et puis après, les maniéristes qui vont faire toutes sortes de entorses et puis les baroques. Et d'un autre côté, et ce qui est aussi très curieux, c'est que d'un côté, il y a le succès du pétrarchisme, donc de l'imitation, mais aussi un véritable courant anti-pétrarchiste. Or, là aussi, et c'est pour ça qu'il ne faut pas parler, qu'il faut toujours garder le pluriel quand on pense à la Renaissance, même si on emploie le terme au singulier, c'est qu'il n'y a pas un lyrisme de la Renaissance, mais il y en a plusieurs. Et notamment, le fait que le pétrarchisme a introduit des courants d'antipétrarchisme qui eux aussi font partie de la Renaissance et qui, en plus, sont souvent très parodiques et qui exploitent une autre veine qui va parfois jusqu'au burlesque, donc la veine de la poésie comique. Et donc, c'est assez curieux parce que ça a permis aussi l'éclosion, non seulement donc de différentes sensibilités, mais l'éclosion de différents, quasiment différents mouvements dans la même diffusion, parce que dès qu'on diffusait les pétrarchistes, au fond, on était aussi en train de diffuser les antipétrarchistes qui étaient invoqués dans le débat par ceux qui n'aimaient pas cette mode. Et c'est ce qu'on verra par la suite tout le temps. On le verra avec le romantisme et l'antiromantisme, on le verra un peu à le naturalisme et les critiques du naturalisme. Enfin, chaque fois qu'il y a un mouvement littéraire qui dépasse les frontières d'une culture, il y a des acclimatations qui se font et il y a des querelles sans cesse qui s'articulent autour de ça. Donc, il y a les parodies de Berni, il y a le poème de Dubélé contre les pétrarchistes, il y a donc Jodelle qui n'apprécie pas non plus nécessairement. Donc, en France, on l'associe toujours à la Pléiade, mais en fait, le pétrarchisme apparaît un peu avant et on voit déjà, par exemple, donc, les sonnets il y en a 6 chez Marot qui sont des adaptations de Pétrarque. Mais la différence, c'est peut-être que les prédécesseurs de Ronsard, en fait, préfèrent les modèles des pétrarchistes postérieurs, donc ceux du Quattrocento. Donc, par exemple, les épigrammes de Marot sur l'incendie d'amour ou sur les effets du feu et de la neige. Donc, cet oxymore sont repris d'un pétrarchiste tardif comme Antonio Tevaldeo. D'autres, comme Serafino dell'Anquilla, vont inspirer Maurice Sèvres avec ses variations sur le feu et les pleurs, le miroir et le regard. Donc, c'est au fond ce qui va caractériser la Pléiade, c'est un mouvement inverse, c'est d'aller à la source, d'aller à Pétrarque lui-même. Donc, c'est assez curieux aussi dans les décalages un peu chronologiques des modèles esthétiques. Et elle aura aussi également le mérite de composer des cycles d'une certaine ampleur sur le modèle du Canzoniere. Et donc, l'Olive de Dubélé, les erreurs amoureuses de Pontus de Thiard vont suivre ce modèle. Et puis, le plus célèbre, c'est les amours de Ronsard en 52, qui vont être suivis par les amours de Méline, de Jean-Antoine de Baïf ou les amours d'Olivier de Magny et quantité d'autres recueils dans le genre, qui montrent qu'il y a là, du coup, un véritable effet de mode et qu'il y a un engouement du public. Et puis, par ailleurs,
la Pléiade fixe véritablement les formes, les genres et le maître de cette imitation, donc de manière beaucoup plus exhaustive qu'elle avait été faite auparavant. Donc, ces poètes n'ont cessé de réinventer le pétrarchisme parce que Pétrarque lui-même les y invitait en valorisant l'acte de l'écriture. Certes, le pétrarchisme est d'abord une façon de vivre l'amour, du coup de foudre au serment de fidélité, passion impossible pour un être idéal qui a hérité par l'intermédiaire de l'or des vertus et de la courtoisie chantées par la lyrique provençale. Et pour une inhumaine, donc l'amante inaccessible, qui était toujours le cas dans la littérature courtoise, aussi insensible qu'un rocher ou que Méduse, la froide Hélène, qui est pour Ronsard, donc l'image même de cette figure. Alors évidemment, on est dans des topoi, dans des lieux communs. C'est vraiment des variations très érudites autour d'un motif formel, voire formaliste. Il ne faut pas chercher à projeter nécessairement la subjectivité des romantiques sur ces poèmes-là, bien que parfois les accents donc, jouent beaucoup sur le sentiment d'authenticité. Mais il faut toujours garder à l'esprit qu'il s'agit en général d'un jeu sur les formes, dans des genres d'ailleurs très, très mathématiques, comme le sonnet, des formes très, très euh, exigeantes. Le poète est dépossédé de son moi, dissocié par le jeu des contraires entre l'espoir et la douleur, au fil d'une durée perturbée. Cette tension proche de la folie est rendue par le cliquetis des antithèses et par les images de violence et de mort que renforce le contexte de la guerre de Troie dans les Amours de Ronsard, et qui par la suite auront aussi des répercussions par rapport aux guerres réelles donc de religion, et ce sera aussi un changement dans le ton de ce lyrisme. Mais cet échec est indispensable pour que l'expérience devienne poésie. Et ça, c'est tout le thème de l'amour tragique occidental. L'Occident est complètement addict à cette vision, et dès la poésie courtoise, et c'est la thèse de Denis de Rougemont dans L'amour et l'Occident, que c'est vraiment un mythe fondateur, Tristan et Iseux, etc., etc. L'amour ne peut être que tragique dans la littérature occidentale. C'est pourquoi Pétrarque et ses imitateurs français ont juxtaposé au cycle de l'amour des poèmes sur la mort de la dame. Alors, dans le cas de Pétrarque, il y avait un vrai biographème, un vrai élément biographique, mais ensuite, c'est devenu vraiment un poncif. Alors, on ne sait pas si d'un point de vue biographique, il y a aussi des résonances, mais c'est vraiment devenu donc un lieu commun. Ronsard compose donc un tombeau de Marie. La mort achève de dérober l'ami, qui est d'ailleurs stylisé au point qu'on ignore son individualité physique et mentale. C'est une pure abstraction. Ainsi, Pétrarque apprend aux poètes de la Renaissance à chanter l'amour en le centrant sur le personnage et sur la parole du poète, dont la Pléiade affirme le pouvoir. C'est par la contemplation poétique que l'amant possède la beauté de la dame, lyrisme au-delà de la sincérité, puisqu'il compense précisément les manques du vécu. Cette transposition littéraire explique que le pétrarchisme soit d'abord un système d'écriture, une grille d'images où l'amour est poison, feu, flèche et un réseau de synecdoques, le tout étant désigné par la partie, le corps par la main ou par le regard. Et là, il y a vraiment une fétichisation de l'objet du poème, et aussi la transformation de la femme en femme-objet, d'où le genre, le sous-genre des blasons, qui est carrément consacré à une partie du corps de l'aimé, donc plus ou moins érotique. Ça peut être la chevelure, mais ça peut être aussi les seins, les fesses, etc. Ou carrément obscène. Il y a un versant obscène aussi dans la poésie érotique de la Renaissance, surtout dans la transition vers le baroque. Et d'où aussi la prédominance d'un regard masculin dans toute cette littérature, mais qui va aussi être, comme on va voir, repris à l'inverse par des poétesses comme Louise Labbé. L'hyperbole et la périphrase dépassent le réel jusqu'à la pointe finale,
qui dégage l'essence de la beauté ou nous projette dans l'étrange. Donc, c'est aussi quelque chose de très hyperbolique, etc. etc. C'est ce qu'on va associer par la suite beaucoup dans le langage courant au romantisme, mais qui en fait est déjà très, très ancré dans cette poésie pétrarchiste. Car ces recherches aboutissent souvent à la surprise ou même au bizarre, une tentation commune au courant littéraire du pétrarchisme et à l'esthétique maniériste qui cultive l'un et l'autre les contrastes inattendus et l'expression indirecte. Cette écriture est souvent difficile, au point que la délie de Sèvres frôle l'hermétisme. C'est vraiment la version la plus radicale. Et s'il y en a parmi vous qui veulent s'y intéresser ou travailler, c'est vraiment une poésie très, très, très complexe. Et puis, les Amours de Ronsard obtiennent dès 1553 un commentaire critique, donc non seulement du vivant de l'auteur, mais suite au succès de ce livre, le public a besoin que quelqu'un leur explique un peu qu'est-ce qui s'y passe. C'est évidemment une poésie d'imitation, comme va le lui reprocher Du Bellay. Moins qu'il ne semble à la première lecture, car ce système d'écriture est remodelé par la manière individuelle, imagination et travail stylistique. Donc, chaque poète apporte vraiment des éléments particuliers. Et quand on les lit, comme dans une anthologie, comme celle que vous avez dans la bibliographie, vous voyez qu'il y a vraiment des voix distinctives, comme des portes qui chantent l'inconstance, l'inconsistance du monde extérieur. L'évolution de Ronsard n'est pas moins significative. Donc, dans Les Amours de 52, qui sont inspirés par Cassandre, un tempérament voluptueux transforme les thèmes pétrarchistes. Le combat allégorique devient combat amoureux, la métamorphose exprime le désir. Cette sensualité s'affirme encore plus en 55 dans la continuation des Amours, où l'amant frustré dit sa révolte avec cynisme. C'était aussi le thème de la poésie élégiaque romaine, en fait. Autant Pétrarque que les pétrarchistes reprennent aussi beaucoup d'éléments de Ovide, Properce, Catulle, donc les grands poètes de l'amour de l'Antiquité du 1er siècle, donc romain, de l'Empire romain, 1er siècle après Jésus-Christ, dans le sein de l'Empire romain. Donc ça, le cynisme et tout ça vient de… Mais se révèle un esthète heureux, comblé par les aubes et les printemps de l'Anjou dans les paysages du fantasme. Parallèlement, il opte pour un style un peu plus simple. D'autres poètes, au contraire, vont lui préférer un pétrarchisme plus abstrait, en particulier donc les écrivains de l'école lyonnaise, Sèvres, que je citais tantôt, et Pontus de Thiard. Ainsi, par exemple, les erreurs amoureuses sont parsemées de termes platoniciens tels que idée, exemplaire, etc. D'autres, enfin, transposent les thèmes et les procédés pétrarchistes dans un registre plus grave, la méditation philosophique dans les Antiquités de Du Bellay ou les visions apocalyptiques dans les tragiques d'Agrippa d'Aubigné qui sont déjà baroques. Ainsi, le pétrarchisme est le détour nécessaire, détour stylistique et passage par un autre texte pour que chacun devienne soi-même et pour que le poète se crée un langage à part selon le dessein de la Pléiade, nous dit Joukovski, donc dans l'article Pétrarchisme de l'Encyclopédie Universalis. Alors, Louise Labbé. Louise Labbé inaugure ses œuvres, publiées en 1955, avec une dédicace qu'on peut dire déjà féministe à Clémence de Bourges, sa protectrice, dans laquelle Louise prie, je cite, « les vertueuses dames d'élever un peu leurs esprits par-dessus leurs quenouilles et fuseaux, pour acquérir cet honneur que les lettres et sciences ont accoutumé porter aux personnes qui les suivent, pour pouvoir, non en beauté seulement, mais en science et vertu, passer ou égaler les hommes, et s'employer à faire entendre au monde que si nous ne sommes faites pour commander, si ne devons-nous être dédaignés pour compagnes, tant dans les affaires domestiques que publiques, de ceux qui gouvernent et se font obéir. » L'audace de Louise Labbé, nous dit Tournon, réside moins dans sa liberté de mœurs proclamée que dans le dessein d'unifier en un seul ouvrage de 662 vers plusieurs expériences, d'en étudier et exposer les effets sur elles afin d'informer ses lectrices virtuelles, les dames lyonnaises, de l'omnipotence de l'amour. L'élégie, là encore héritée donc de l'élégie érotique romaine, remplit ici sa fonction d'épître amoureuse. Tout le recueil s'offre comme la mise en scène d'un vécu amoureux avec valeur exemplaire d'avertissement. Mais on chercherait vainement une condamnation morale de cette passion.
L'univers de la faute, comme d'ailleurs celui de la grâce, lui est étranger. Et Dieu est un mot que toute son œuvre évite, si l'on peut dire, religieusement. L'absolu d'amour n'est nulle part chez elle plus éloquent que dans le sonnet 13, tant que mes yeux pourront larmes épandre, dans lequel, poussant à l'extrême son hédonisme paganisant et son défi au temps, elle déclare souhaiter mourir le jour où l'âge ne lui permettra plus de montrer signe d'amante. Il n'en fallait pas davantage à Calvin pour flétrir la belle cordière du titre de Publica Meretrix, donc de femme publique, de prostituée. Du pétrarchisme, elle écarte donc toute perspective chrétienne, et les contradictions se réduisent chez elle à celles d'une psychologie amoureuse où sont perceptibles les traces de l'anthologie grecque et des élégiaques latins. L'anthologie grecque était un texte, c'était une anthologie qui avait été redécouverte par la Renaissance et qui était une sorte d'anthologie déjà de l'époque hellénistique où étaient recueillies quantité de poèmes, d'extraits essentiellement érotiques. Et les élégiaques latins, évidemment, qui d'ailleurs s'en inspiraient aussi des Grecs. Du platonisme, elle allège encore la version simplifiée qu'en retenaient les cercles mondains et ne célèbre la double vie et double mort qu'à l'occasion d'un baiser où se reconnaît beaucoup plus direct l'influence des baisers de Jean II, qui était écrit en latin, Basia, mais qui est un ouvrage aussi très intéressant. Elle sait user de la nature éminemment dialectique du sonnet pour y couler tous les modes du dialogue, avec elle-même, donc 9e sonnet, son luth, 11e, avec son ami absent au présent, cruel ou consentant, 6e et 12e, ou encore avec l'une de ses nymphes qui font cortège à Diane au 19e. À cet emploi, la forme dialectique gagne en souplesse ce qu'elle perd en rigueur, et c'est derrière l'interlocuteur devenu confident, témoin, semblable ou auxiliaire, que le lecteur se glisse pour surprendre le cri de l'amante passionnée, torturée en sa chair et en son cœur, ou la célébration en une totale impudeur par le jeu du souvenir et de l'imagination des instants accomplis d'extase. Avec Louise Labbé, on est donc bien loin des conceptions médiévales de l'amour et des tribulations de l'âme chères aux troubadours. On est loin également des spéculations platoniciennes de la Pléiade sur l'amour charnel envisagé comme stade préparatoire à l'amour divin. Point d'opposition non plus entre un corps et une âme qui vivent solidairement le drame de la déchirure et de l'absence. Mais l'amour, même ressenti comme une douleur, est élan de vie. La malplaisante et misérable vie de ceux qui sont exempts d'amour, gens mornes sans esprit, gens plus fades à voir qu'un potage sans sel à humer, dit-elle dans le débat d'amour et de folie. Plus généralement, toute sagesse lasse. Les choses sages et bien composées nous tiennent premièrement en admiration, puis nous saoulent et ennuient, écrit-elle. Et toujours une sensibilité, au fond, déjà très moderne chez Louise Labbé par rapport au propre lyrisme pétrarchiste, etc. Choix ou nécessité, Louise Labbé est donc entraînée dans un drame humain dont la poésie est la mise en forme. Elle atteint ainsi un degré d'authenticité dans la parole amoureuse dont le siècle donna peu d'exemples, nous dit Borio. Et effectivement, ce sera beaucoup plus tard, quand les romantiques vont redécouvrir ces poètes et qui vont rechoisir à l'intérieur de ceux-ci, et plutôt que le côté classique, ils vont justement chercher la nouveauté et la modernité. En un siècle où l'alchimie poétique, la culture humaniste ou les ambitions littéraires instituent une méditation souvent complexe entre le sentiment effectivement éprouvé et sa traduction textuelle, Louise Labbé propose l'exemple à peu près unique d'une passion qui s'avoue sans détour. Il revient à Louise Labbé d'avoir osé, seule femme en son temps, célébrer avec une telle hardiesse l'amour partagé. Mais elle est aussi celle qui a su le plus sûrement dire l'esseulement et la disgrâce de l'amour non payé de retour. L'embrassement amoureux qui, arrachant à sa victime sang, os, esprit et courage, ne lui laisse que le secours des vers pour alerter ses compagnes, encore épargnées par la passion. Si j'ai failli, les peines sont présentes, déclare le dernier sonnet, mais c'est moins pour en exprimer quelque repentir que pour implorer pitié et indulgence devant une affection universelle dont le débat de folie et d'amour formule l'explication mythique. Dans ce dialogue, autre des grands genres de l'Antiquité, ressuscité par la Renaissance, Louise Labbé traite la mythologie classique sur un ton familier
qui joue du pastiche et de la parodie. Folie ayant crevé les yeux d'amour au cours d'une querelle, on s'en remet à l'arbitrage de Jupiter. Amour brocarde les métamorphoses ridicules du maître des dieux. Après les plaidoyers prolixes d'Apollon pour le fils de Vénus et de Mercure, tombe un arrêt interlocutoire de Jupiter, qui, vu la difficulté du cas, renvoie le jugement à 3-7 fois 9 siècles. Jusque-là, la fortune devra conduire les pas d'amour aveugle. Ce traitement mythologico-humoristique contraste avec l'expression du sentiment amoureux dans les poèmes, selon une esthétique typiquement maniériste qui rappelle inévitablement l'art du temps importé en France avec éclat, donc par l'école notamment de Fontainebleau. Ici, nous avons une représentation donc par Piero della Francesca de Cupidon aux yeux bandés, donc l'image traditionnelle de l'amour aveugle qui tire ses flèches n'importe comment, et les gens deviennent amoureux, même si c'est un peu fait pour leur disgrâce, parce qu'il y en a un qui va aimer quelqu'un qui ne va pas l'aimer, puis il y a des gens qui vont s'aimer, mais qui sont trop différents et qui vont donc ne pas pouvoir vraiment vivre ensemble, etc. Donc, c'était cette mythologie antique pour expliquer quelque chose de très psychologique qu'on constate encore à l'époque Tinder contemporaine. Et donc là, vous avez la version maniériste. Vous voyez comment on passe aussi d'une sorte de classicisme de la Renaissance de chez Piero della Francesca. Un siècle plus tard, avec Luca Cambiaso, nous avons une vision beaucoup plus dynamique. Donc, c'est Vénus qui bande les yeux de Cupidon, selon une représentation donc, qui fait penser au poème, au dialogue de Louise Labbé. Bien, la révolution poétique humaniste, donc selon l'expression de Tournon, pour désigner au fond ce qui va être la Pléiade en France. L'année 54 peut être considérée comme une sorte de carrefour. Clément Marot meurt en exil après avoir amené à un sommet ce que la poésie d'avant Ronsard était en mesure de produire. Héritage des thèmes médiévaux et des pratiques des grands rhétoriqueurs, curiosité pour les modernes italiens que Marot connaît déjà, et qui l'adapte, mais aussi pour la Bible, Virgile, et surtout un naturel irremplaçable face aux vicissitudes du temps et de la fortune. Marot est d'ailleurs un poète tout à fait extraordinaire à redécouvrir. Maurice Sèvres, donc, donne avec Delhy en 1944 le premier canzoniere français, mais par son obscurité et sa beauté difficile, l'œuvre se referme sur elle-même et elle n'a pas vraiment de succès, elle ne fait pas vraiment d'école. Des rares imitateurs s'y hasarderont pour adopter bientôt après des modèles plus accessibles. La scène était donc libre, sinon tout à fait vide, prête en tout cas à entendre un autre langage, celui que vont tenir des hommes nouveaux, une petite troupe décidée, fort mal vue par les tenants de la tradition. En 1944, Pierre de Ronsard a 20 ans. Il vient de faire la rencontre de Jacques Pelletier du Mans et s'achemine vers le collège de Coqueret, où sa passion pour la poésie trouvera des nouveaux aliments. L'aventure de la Pléiade, qui va d'abord s'appeler la Brigade, pouvait commencer. La poésie est un genre capital à la Renaissance, nous dit Borio. La Pléiade y occupe évidemment la place de choix, puisqu'on la considère comme créatrice des formes poétiques nobles autour desquelles s'articulera tout le devenir de la poésie française par la suite. C'est à la Pléiade que l'on doit aussi l'émergence de la notion de poète dans son acception moderne. Il est en effet l'inspiré, celui qui a à dire aux autres, à leur remontrer, les reprendre, à les éclairer. Sa détresse d'individu devant la mort, l'amour, le dénuement est exemplaire, mais tout désormais peut se dire poétiquement, jusqu'au grand mouvement de l'histoire. Donc, ça va être aussi des poètes qui vont avoir quantité de sujets à traiter, dont les guerres de religion et les problèmes de leur temps. L'expression de la Pléiade renvoie d'emblée à des référents antiques. Il me souvient d'avoir autrefois à comparer 7 poètes de mon temps à la splendeur des 7 étoiles de la Pléiade, comme autrefois on avait fait des 7 excellents poètes grecs qui florissaient presque d'un même temps, explique Ronsard plus tard. Donc ce serait l'idée de prendre sur le modèle des 7 meilleurs poètes de l'Antiquité grecque
qui formaient une constellation Pléiade, l'appliquer aux 7 meilleurs poètes. En réalité, le nombre de la Pléiade en France a varié au fil des ans, mais on retient surtout Ronsard, qui est un peu la cheville ouvrière, Dubellay, qui est le rédacteur du manifeste du groupe, la défense et illustration de la langue française, Pelletier-du-Mans, qui est le théoricien plutôt, Jean Dorat, humaniste, professeur de Ronsard, Étienne Jodelle, dont on a déjà évoqué le rôle majeur dans le théâtre, et Jean-Antoine Baïf et Rémi Belleau. La religion de la poésie. Le nouveau regard porté sur la poésie est profondément lié à la diffusion de la pensée néoplatonicienne en France. Repris de Phèdre et Ion de Platon, qui sont traduits avec le commentaire de Marcille Fissin en 1946, qui vont avoir une immense importance sur la renaissance de Platon et la Renaissance en général. Donc, un certain nombre de dogmes vont contribuer à élaborer une véritable religion de la poésie. Issue de Dieu, la poésie est, donc selon ce courant néoplatonicien, traduction inspirée de sa parole et de sa création. La communication entre la divinité et l'inspiré se fait sur le mode de l'extase mystique. Le délire sacré prend 4 formes auxquelles président des figures mythologiques, symboles d'attributs de Dieu. Apollon pour la fureur prophétique, les muses pour la poésie, Bacchus pour les mystères, Vénus pour l'amour. Rapidement, Ronsard et les poètes de la Pléiade vont inclure dans la fureur d'Apollon les 3 autres. Inspiré, marchant sur les traces d'autres inspirés, suivant les pas d'Orphée, donc le mythe du poète musicien ultime, le poète exprime une vision de l'univers qui approche plutôt de la parole oraculaire que du discours prosaïque, auquel son désordre, ou plutôt son sens à part, et son mystère l'opposent. Si vous reconnaissez quantité de choses de Rimbaud, de Nerval, de Vigny, de Lamartine, etc., même des surréalistes, c'est parce qu'effectivement, c'est tout à fait le même courant, la même idée du poète comme voyant, comme inspiré, comme quelqu'un dont la sensibilité exacerbée le met au contact du transcendant et au contact d'une sorte de sentiment mystique de l'existence. Animé d'une divinité qui parle à travers lui, le poète en dit en effet plus qu'il n'en sait sur le monde et sur lui-même. Au savoir clair et au raisonnement nécessaire se superpose une perception confuse et intuitive du tout, du grand tout. Ce type de vision procède par comparaison implicite dans un monde où règne la ressemblance. Et je vous renvoie au très beau début du livre de Michel Foucault, Les mots et les choses, qui explique ce qu'était que le règne de la ressemblance à la Renaissance et la pensée analogique. Donc, un monde fait de comparaisons analogiques tout le temps, où le philosophe et le savant sont, comme le poète, à la recherche des signes, les signatures, qui sont le gage d'une unité profonde autant que providentielle du monde. C'est ce que Baudelaire appellera plus tard les correspondances. Ainsi, la poésie, enlevée au catalogue des rimes et des petits procédés soigneusement codifiés, reprend le rôle de catalyseur au sein de la création. Car la poésie n'était au premier âge, nous dit Ronsard dans son abrégé de l'art poétique, qu'une théologie allégorique, pour faire entrer au cerveau des hommes grossiers, par fables plaisantes et colorées, les secrets qu'ils ne pouvaient comprendre quand trop ouvertement on leur découvrait la vérité. Cette formule associe à l'idée d'une science du divin, la théologie, celle des mystères, et ce n'est plus du tout la théologie des scolastiques, bien entendu. Et d'ailleurs, quand il parle de divinité, on est beaucoup plus proche du paganisme, des dieux grecs ou latins, qui sont presque des incarnations d'instances de force élémentaire dont l'individu est aussi le réceptacle. Donc, cette formule associe à l'idée d'une science du divin, théologie, celle des mystères de la création, en même temps que celle du détour qui se fait souvent par la comparaison. Quant à l'allégorie, son emploi entraîne celui du mythe et de l'analogie.
Donc, c'est pour ça que c'est une poésie constamment traversée d'allusions mythologiques, d'analogies avec d'autres systèmes, les sciences biologiques, les constellations, etc. En fait, la Pléiade opère ce que Bourdieu appellerait un grand coup au sein du champ culturel. C'est l'autopromotion de la figure du poète qui va marquer la modernité jusqu'à sa crise dans la société de consommation contemporaine. Et d'ailleurs, c'est très rare que le poète maintenant soit vraiment une figure devenue pratiquement anodine depuis les années 60, alors que c'était la figure centrale de la littérature. Maintenant, c'est le best-seller, le romancier, etc. Et d'ailleurs, ce qui reste un peu du rôle du poète, c'est la rockstar. Quand c'est une rockstar qui écrit ses textes, bien évidemment, et qui est associée aussi à ses textes, à l'importance de ces textes. Réservée au métier des armes au Moyen Âge, la poésie retrouve le rêve de gloire qui l'avait accompagné dans l'Antiquité et que Pétrarque avait remis au goût du jour. Espère le fruit de ton labeur de l'incorruptible et non envieuse postérité. C'est la gloire, seule par les degrés de laquelle les mortels d'un pied léger montent au ciel et se font compagnons des dieux, écrit Joachim du Bellay dans sa défense et illustration de la langue française. Si le poète de la Pléiade dépend encore souvent d'un grand, donc d'un mécène, d'un seigneur, dont il est le secrétaire, donc l'homme de l'intendance, sa fonction essentielle n'est plus cependant la célébration de son protecteur. Changement de perspective, le poète ne change pas une gloire qui préexisterait à son œuvre, donc la gloire de son employeur, qui comme c'était le cas au Moyen Âge, il y avait un rapport féodal avec les écrivains et les poètes. Là, c'est pas ça, c'est lui qui confère la gloire. C'est parce que c'est le poète qui a la gloire qu'il peut la donner à celui qui l'emploie. Son rôle est alors de donner aux vertus l'éclat qu'elles méritent et selon les critères dont il se dit le seul juge. Le poète de la Pléiade se sait créature d'élite. Il entretient avec le monde d'en haut une relation que le commun ne peut comprendre. Et d'ailleurs, beaucoup de ces poètes ont été très proches des cercles du pouvoir, voire du roi lui-même. Rançon de cette position, le poète s'expose à n'être pas compris du peuple ignorant, au jugement d'ailleurs peu sûr, et Ronsard peut s'en plaindre auprès de son ami Pontus de Thiard, dans Les Amours. Thiard, on me blâme à mon commencement, de quoi je dois obscur au simple populaire. Mais on dit aujourd'hui que je suis au contraire et que je me dément parlant trop bassement. Plutôt alors que d'essayer à suivre les variations de goût de ce populaire, mieux vaut le laisser dire et nous rire de lui comme il se rit de nous. Dès lors, les poètes entrent en poésie comme en religion. Longuement enfermés dans une chambre, comme morts à eux-mêmes, ils rechercheront dans la faim, la soif et les longues vigiles les ailes dont les esprits des hommes volent au ciel. Le poète sera donc attaché à la poursuite de sa gloire, et peu importe si son œuvre ne la lui vaut qu'après la mort. Les anciens genres, genre courtisan, genre populaire, ne pouvaient permettre à l'écrivain de la Pléiade d'atteindre à pareille gloire. Il va donc travailler à renouveler d'abord les formes de la poésie française pour lui donner un lustre qui l'égale aux plus éclatantes, à la fois les anciennes, donc grecques et latines, mais aussi les modernes, l'Italie. Dans cette intention, il ira puiser aux sources italiennes et antiques des modèles d'expression et des modèles d'inspiration sur lesquels puisse prendre appui ce qu'on appelle déjà le génie français. Donc l'imitation. Les hommes de la Pléiade eurent la chance de bénéficier directement des travaux des hommes qui permirent l'éclosion de la Renaissance proprement dite, soit les humanistes. Alors, hellénistes et latinistes, Dora initia aux deux langues, aux deux cultures, des hommes comme Baïf, Du Bellay ou Ronsard. Mais surtout, il sut leur montrer, comparant des textes et des structures linguistiques, combien la littérature latine avait pu s'enrichir en créant ses propres formes à partir des formes grecques. C'est ainsi que, modelant leur esthétique sur les modèles anciens, il les amena à prendre conscience de ce que l'imitation sagement menée pouvait apporter à une littérature. La lecture des anciens est la première règle de travail du poète, écrit Du Bellay dans la Défense. Elle prend souvent, suivant une très ancienne comparaison, la forme d'un rituel de cannibalisme, imitant les meilleurs auteurs grecs, se transformant en eux, les dévorant et après les avoir bien digérés, les convertissant en sang et nourriture.
Il s'agit de ranimer les classiques en les insérant dans une poésie vivante. Un office de résurrection est célébré par l'imitation, analogue à celui qu'adresse à la Rome disparue les Antiquités de Rome de Du Bellay. Loin de marcher toujours après un autre, ce que d'ailleurs, rappelez-vous, dénonçait Montaigne, le poète vient tout ranimer. Son office est de donner nouveauté aux choses vieilles, autorité aux nouvelles, beauté aux rudes, lumière aux obscures, foi aux douteuses, écrit Pelletier du Mans dans L'Art poétique, moins connu mais extrêmement intéressant aussi. Donc, ce sont véritablement les paradoxes de l'imitation. L'imitation qui s'étend à Pétrarque et ses disciples italiens ne s'oppose pas, en fait, au dogme de la fureur qu'engendre l'inspiration. Parce qu'a priori, on pourrait dire, oui, mais c'est un peu bizarre que c'est les mêmes qui exaltent la fureur oraculaire, prophétique du poète investi par la divinité, etc. C'est un peu curieux qu'en même temps, ce soit eux qui sont dans l'imitation. Mais c'est là un des paradoxes et qui, pour eux, n'est pas contradictoire. L'enthousiasme entheos, le terme enthousiasme, c'est être investi d'une divinité, entheos, a présidé au texte antique. Sa lecture à elle seule en est porteuse. C'est-à-dire qu'en fait, en imitant les anciens, on imite aussi le geste d'enthousiasme initial, donc le souffle divin qui est passé dans ses œuvres. Si la traduction est bannie parce qu'elle ne laisse pas à l'auteur la possibilité de déployer sa propre voix, le montage est en revanche continuellement requis. Mon passera, je ressemble à l'abeille qui va cueillant tantôt la fleur vermeille, tantôt la jaune, errant de près en près, vole en la part qui plus lui vient à gré. Contre l'hiver amassant force vivre, ainsi courant et feuilletant mes livres, j'amasse, trie et choisis le plus beau, quand sans couleur je peins en un tableau, tantôt en l'autre, mettre en ma peinture, sans me forcer, j'imite la nature. Écrit Ronsard donc à son ami Passera. Le poème nouveau, où se croisent différents modèles, est par nature hétérogène et souvent des voix diverses s'y mêlent sans jamais se confondre. Et nous retrouvons là à nouveau la polyphonie que nous retrouvions chez Rabelais, chez Montaigne, chez Shakespeare, etc. Le principe de l'insertion savante est systématisé selon le précepte de Du Bellay, qu'il n'y ait vers où n'apparaissent quelques vestiges de rare et antique érudition. L'écriture poétique est donc surchargée d'allusions à un savoir que seuls partagent les érudits ou les initiés et que bientôt les gloses, comme les commentaires de Muret et de Bellelot sur les amours de Ronsard, que j'avais déjà évoqués, mirent à la portée d'une élite un peu élargie. Et c'est toujours le problème lorsque aujourd'hui on essaye de lire donc ces poésies ou de travailler sur elles. Évidemment, c'est tout un programme parce que c'était une poésie chargée donc de cette érudition humaniste antiquisante dont nous avons majoritairement perdu aussi les repères. Par exemple, le fameux sonnet où Pétrarque bénit le jour de la rencontre de Laure, qui fut celui de son entrée en amour. Benedetto sia il giorno e il mese e l'anno e la stagione e il tempo e l'ora e il punto. Donc, béni soit le jour et le mois et l'année et la saison et le temps et l'heure et le point, disait Pétrarque. Ça devient dans le livre de Du Bellay, ô l'an heureux, le mois, le jour et l'heure, que mon cœur fut avec elle allié. Puis, dans les regrets parodiques, malheureux l'an, le mois, le jour, l'heure et le point. Ce qui compte, c'est la présence continuelle d'un texte sous-jacent, d'une voix à laquelle les différentes versions prêtent des modulations différentes. Les accusations de plagiat qui nécessaire de déferler sur les poètes de la Pléiade montrent qu'il n'est pas facile de saisir la subtilité et la difficulté de ce système, et elles dévoilent en même temps les aléas de l'imitation. Plusieurs membres de la Pléiade vont d'ailleurs réagir, refusant le caractère fardé d'un rituel poétique qui doit tout aux conceptions des anciens. Ce sera les critiques de Tahureau, de Jodelle et surtout de Agrippa d'Aubigné qui va vraiment couper avec cette tradition. Bon, la Pléiade, c'est aussi une révolution du langage poétique. Ce travail de résurrection implique la transformation de la langue.
Je vis que des Français, le langage trop bas, se traînaient sans vertu, sans ordre ni compas, a donc pour osser ma langue maternelle, indomptée de labeur, je travaillais pour elle, je fis des mots nouveaux, je rappelais les vieux, écrit Ronsard dans sa réponse aux injures. Donc toujours un climat très polémique, hein, d'ailleurs, ce qui va être le cas dans toute l'histoire des mouvements littéraires qui doivent s'affirmer contre leurs détracteurs et leurs critiques. Entre la langue prosaïque familière et colorée et les exigences hautaines de la nouvelle poésie, il fallait inventer un passage. Et c'est toujours un peu cette question de l'état de langue pour la France à la Renaissance, mais qui se pose un peu partout. Ça se pose aussi en Angleterre. Donc, à la fois l'afflux des termes anciens, la volonté de calquer les grammaires sur les grammaires anciennes, et d'un autre côté, le foisonnement de la langue héritée du Moyen Âge, où il n'y avait pas vraiment de politique de la langue comme telle. La défense de Du Bellay ouvrait la piste. Diversification de la langue par des emprunts à tout. Et c'est ça qui est très intéressant, et c'est ça qui a sauvé un peu aussi la langue française de ce qui aurait pu, sinon, l'assécher et la rendre trop schématique. Du Bellay emprunte aux dialectes, les différents dialectes provinciaux. Il emprunte aussi au langage des métiers populaires. Il reprend des vieux mots, donc comme Rabelais. Il crée des vocables nouveaux par formation de mots nouveaux ou par provignement, donc greffant un mot neuf sur une racine ancienne. Il prend des tours décalqués du latin et du grec, des infinitifs substantivisés, donc aller devient l'aller, donc le fait d'aller, les adjectifs à valeur d'adverbe, etc., etc. Et des nouvelles formes. Bien que Marot ait introduit le sonnet, ce n'était chez lui qu'une forme parmi plusieurs autres empruntées à la tradition courtoise. C'est au contraire dans une perspective de rupture fracassante que le sonnet et l'ode furent réintroduits par les poètes humanistes entre 49 et 60. Asymétrique, se prêtant aux effets rhétoriques, à la pointe, ressenti comme une forme peu contraignante, le sonnet est la forme la plus résistante parmi celles que sut imposer la Pléiade. D'abord composé de décasyllabes, donc 10 syllabes, il passa dès 1555 aux alexandrins, ce qui va rester vraiment le vers classique français par excellence. C'est le livre de Du Bellay qui popularisera cette forme, non moins docte que plaisante invention italienne, dont Pétrarque fournissait l'archétype, s'appliquant même sur l'exemple italien à clore chaque poème par une pointe. Mais surtout, il lui donna un contenu bien spécifique, un discours amoureux, magnifiant l'objet de la passion dans le droit fil de l'esprit courtois, révisité par le néoplatonisme de Marcille Ficin, qui exaltait l'amour terrestre épuré en tant que vecteur de l'amour divin. L'olive chante donc une femme idéale. Est-ce Olive de Sévigné? On ne sait pas. Il y a toujours le petit côté à clé, secret dans ses poèmes, qui réunit les perfections morales et physiques. L'amour du poète est douloureux puisqu'Olive le méprise, mais amour et douleur ainsi conjugués lui permettront par une juste sublimation d'atteindre à la contemplation du monde platonicien des idées que gouverne l'idée de la beauté qu'en ce monde j'adore. À l'Olive répondirent en 52 les 185 sonnets en décasyllabes que Ronsard consacrait à son amour impossible pour Cassandre Salviati dans Les Amours, puis Les Amours de Méline de Baïf, et chacun se prit à chanter donc différentes aimées avec différents noms, sainte, castignare, admirée, jusqu'à ce que Du Bellay lui-même abjure du pétrarchisme qui ne lui apparaît plus que sous la forme d'artifices sans contenu. Et il écrit donc le poème très, très satirique. Ce n'est que feu de leur froide chaleur, ce n'est qu'horreur de leur feinte douleur, ce n'est encore de leurs soupirs et pleurs que vent, pluie et orage. Quelqu'un d'autre encore, la terre dédaignant, va du tiers ciel les secrets enseignant, et de l'amour où il va se baignant tire une quintessence. Mais quant à moi, qui plus terrestre suis et n'aime rien que ce qu'aimais je puis, le plus subtil qu'en amour je poursuis s'appelle jouissance. J'ai oublié l'art de pétrarchiser, je veux seulement d'amour franchement devisé, sans vous flatter et sans me déguiser. Donc là aussi, un autre ton, l'authenticité, ce jeu entre l'authenticité, l'imitation, etc., qui est constamment en train de traverser cette poésie et qui lui donne son dynamisme propre. L'ode marqua aussi, donc le genre de l'ode, marqua aussi une rupture parce qu'on s'efforça de l'éloigner le plus possible de la chanson médiévale.
C'était un genre majeur dans l'Antiquité, connu surtout à la Renaissance à travers les œuvres de Pindare et d'Horace, et qui avait été déjà vanté dans la Défense et Illustration. Te fourniront de matière les louanges des dieux et des hommes vertueux, le discours fatal des choses mondaines, la sollicitude des jeunes hommes comme l'amour, les vins libres et toute bonne chair. Le ton sera noble. Sur toute chose, prendre garde que ce genre de poème soit éloigné du vulgaire, orné de graves sentences et varié de toute manière de couleurs et d'ornements poétiques. Et il sera aussi érudit. Qu'il n'y ait vers, donc la citation qu'on avait déjà fait avant, qu'il n'y ait vers ou n'a paroisse quelques vestiges de rare et antique érudition. Donc ça s'applique spécifiquement à l'ode, mais par extension, c'était aussi une sorte de précepte plus général. Trois grandes traditions furent ainsi ressuscitées. L'ode pindarique, qui traitait donc de Pindare, qui traitait des sujets élevés, célébrait les rois, les héros autour d'une structure contraignante, strophe, antistrophe et pode, utilisant une langue volontiers déconcertante. L'ode horacienne de Horace, qui traite des sujets moyens, thèmes épicuriens, vie quotidienne, nature, en un poème homostrophique. Et puis enfin, l'ode anacréontique, qui développe des éléments amoureux, accompagnés d'une mythologie gracieuse et sans mystère. La meilleure illustration du programme de Du Bellay fut l'apparition en 50 des Odes de Ronsard. Suivant Horace, dans un premier temps, Ronsard construit une poésie à la fois épicurienne et vendômoise, où tout pétrarchisme est absent et où le thème essentiel est l'appel à la jouissance de l'instant. Certes, les dieux des anciens, comme le veut le genre, sont partout présents et même directement invoqués. Donc la défloration de l'Aide, le ravissement de Céphale, à Cupidon, etc. Mais les paysages prennent souvent la forme des lieux familiers. Horatienne également, les odes où Ronsard reprend la veine satirique de son modèle et l'exaltation du privilège du poète qu'il a été fait don de cette inspiration qui lui vaudra l'immortalité. L'honneur sans plus du vers laurier magré, par lui je hais le vulgaire odieux, voilà pourquoi Euterpe la sacrée m'a de mortel fait compagnon des dieux. Par ailleurs, la Pléiade apprivoise aussi l'hymne, qui tente de faire entrevoir le sacré à travers une révélation cosmique, qui, dans sa variante épique, tente de rivaliser avec les grands textes fondateurs de Homère et Virgile. Les hymnes de Ronsard se divisent en deux groupes. Les hymnes héroïques, qui soient historiques, avec la cour de France qui devient une sorte d'Olympe terrestre, le roi devenant le dieu Jupiter, Zeus, ou mythologiques, l'hymne de Bacchus par exemple, et des hymnes didactiques souvent d'inspiration philosophique. L'hymne à la philosophie montre le chemin qui conduit à la vertu. Les hymnes du ciel et des astres donnent une image des 9 sphères concentriques qui, selon Ptolémée, constituent le monde. Et inspiration philosophique, inspiration morale aussi, l'hymne de l'or ou de la justice, ou enfin inspiration religieuse, l'Hercule chrétien, l'hymne de l'éternité, l'hymne de la mort. Enfin, la Pléiade ressuscite aussi d'autres formes antiques, les épîtres, les élégies, les églogues, les épitaphes, et rêve d'épopée, le grand genre par excellence. Et ce sera le grand échec d'ailleurs de l'épopée française. Ronsard essaye de faire l'équivalent de l'Iliade et de l'Énéide dans la Franciade et c'est un fiasco. D'ailleurs, elle restera inachevée. La Pléiade intronise enfin d'autres genres pétrarchistes comme la chanson, cette suite de strophes passées de Provence en Italie, la sextine, 6 strophes de 6 vers, ou le madrigal, composition musicale qui montre bien que le pétrarchisme contribue à l'essor d'une poésie lyrique. L'obscure clarté du mythe. Comme un prophète orphique, le poète parle en se plaçant aux origines du monde et des mots pour les seuls initiés. Le vulgaire est tantôt méprisé pour son ignorance et sa lourdeur, on l'a vu, tantôt incité à une lecture à plus haut sens qui l'arracherait à sa nonchalance. Afin que le vulgaire ait désir de chercher la couverte beauté dont il n'ose s'approcher, écrit Ronsard dans son hymne de l'hiver. Des vocables nouveaux et difficiles, une syntaxe complexe, une composition déroutante furent parfois des agents actifs de cette obscurité. Mais celle-ci résida surtout dans l'emploi du mythe, expression privilégiée d'une explication du monde et de l'homme. La Pléiade a puisé sa première inspiration mythologique dans les métamorphoses d'Ovide, mais aussi chez les mythographes antiques comme Fulgence ou Hygin, dont les fables, classées par sujet, offrent un matériau d'usage facile.
De Natura Deorum, les natures des dieux de Cicéron, et aussi beaucoup de manuels que la Renaissance avait multipliés parce que, comme tout le monde avait, c'était vraiment une mode, la mythologie antique. Tous les peintres s'étaient mis à peindre des figures mythologiques, tous les poètes s'étaient mis à mettre plein de figures mythologiques dans leurs poèmes. Alors, il y a eu un peu des sortes de manuels. Maintenant, ce serait des tutoriels YouTube. À l'époque, c'était donc des sortes de best-sellers, de manuels comme Imagini degli Antichi, donc l'image des dieux anciens de Cartari, les explications des fables, les Mythologiae de Natale Conti, et les histoires comme De Deis Gentium de Giraldi. C'était vraiment des best-sellers de la Renaissance qui racontaient de façon un peu plus simple les histoires mythologiques reprises donc d'une lecture patiente. C'est encore quelque chose de très compliqué aujourd'hui que de travailler sur la mythologie antique, malgré que nous ayons beaucoup plus de sources qu'à l'époque, mais c'est un domaine passionnant, mais c'est un domaine aussi très difficile. Donc, les gens lisaient en général ces formules, et la Pléiade, tout à fait, s'en inspirait. À la Renaissance, naît un véritable langage mythologique qui tient avant tout à l'idée selon laquelle derrière la fable se cache une sagesse que les anciens dissimulèrent en l'habillant d'oripeaux narratifs. Et ça va être très important jusqu'à la modernité, l'idée que les mythes, en fait, ont un sens caché. Ce sera tout à fait les écoles ésotériques qui vont chercher dans les mythes encore aujourd'hui, dans le New Age et tout ça, il y a plein de lectures du mythe à partir de théories vaguement ésotériques, mais aussi chez les philosophes, etc., l'idée de chercher quel est le sens secret des mythes. Donc, on ne les prend pas tout à fait comme des simples récits, des histoires, mais comme donc des enseignements cachés, énigmatiques. Les passions des hommes de la Renaissance gagneront donc en richesse à se glisser dans pareil moule. Ainsi, l'aventure de l'infortuné Glaucos, dieu méprisé de Scylla, une simple nymphe, mais aimée de la magicienne Circé, qui fera leur malheur à tous deux, fournit-elle à Ronsard le moyen de former une plainte originale, celle de l'amoureux dédaigné, qui, malgré lui, cause la perte de celle qu'il aime. Complainte de Glock à Sylle nymphe, donc un des poèmes. Alors bon, évidemment, c'est tout à fait ce qu'on retrouve dans la poésie de l'époque, dans la peinture de l'époque, et notamment dans la peinture maniériste. Ici, vous en avez un bon exemple avec la Glaucus et Scylla, donc les mêmes personnages qu'évoque Ronsard, donc en 1581 par Bartholomeus et Sprengel. Mais ma peine obstinée se soulage en chantant sur ce bord foiblement les mots auxquels amour a misérablement soumis ma destinée. Et si, là, cette dolente rive, voir son flot piteux qui grumelant arrive des ondeuses campagnes, me plaint et me lamente, et ces rochers oyants, mon deuil continuel de moi sont larmoyants, seul tu me dédaignes. Donc, donc cette transformation de l'épisode mythologique dans un récit du poète envers son aimé, réappropriation, etc. Et transformation du sentiment amoureux en fable et remotivation de la fable par sa modernisation, sa réactualisation. En convoquant le mythe, le discours poétique laissait entrevoir un sens supérieur, caché, et que ne saurait réduire aucune explication rationnelle. Les rayons épars du mythe apportaient une obscure splendeur, une confuse admonition au parcours narratif qui se construit de poème en poème. Il établit aussi un système de connivence par la multiplication des allusions et par les périphrases déroutantes, accessibles aux seuls esprits nourris de culture antique. Donc ça crée, c'est vraiment une littérature pour initiés, une littérature pour des lecteurs qui sont eux-mêmes, qui ont les compétences encyclopédiques, comme dit Umberto Eco, donc qui sont les mêmes que le poète, et donc ça crée vraiment un sentiment de communauté et de communion autour de ces références communes. Enfin,
rempli des présences fugitives de dryades, d'oréades, de satyros et des sirènes, dans un décor surchargé de traces de métamorphoses nées des rencontres avec le surnaturel, l'univers poétique de la Pléiade exprime un sentiment de panthéisme latent et irrépressible. Et ce sera là d'ailleurs aussi une des choses qui vont lui être reprochées et dénoncées autant par les protestants que par les catholiques. D'un côté l'érotisme et de l'autre cette sorte de panthéisme où le fait que la divinité qui est invoquée, c'est très rarement la divinité chrétienne, c'est beaucoup plus les divinités païennes. Et au fond, ce qu'on célèbre, ce n'est pas le Dieu chrétien, mais c'est la nature elle-même. Le mythe apparaît encore comme un langage inachevé. Guidés par les anciens récits, les poètes se font à leur tour créateurs de mythes. De plus, ils entrelacent librement des trames multiples et diverses. De ces agencements naissent des nouvelles possibilités de suggestion ou d'interprétation. L'on retrouve là encore toute la complexité qui sous-tend le système mythologique des arts de la Renaissance, qu'on avait déjà un peu évoqué quand on parlait de Botticelli, tel qu'analysé par l'iconologie des grands historiens de l'art, Aby Warburg, Erwin Panofsky, Ernst Saxel ou Edgar Wynne. D'ailleurs, je vous renvoie pour avoir une bonne connaissance, donc si vous travaillez sur la poésie, etc., regardez aussi un peu du côté, par exemple, du livre sur Saturne de Panofsky et Saxel, et qui analyse certains tableaux, et ça vous donne un peu une idée de la complexité de ces opérations. Ici, vous avez un des plus célèbres tableaux donc mythologiques et allégoriques, donc Bronzino, Vénus, Cupidon, qui ici est carrément un adolescent dans une pose totalement érotique qui a causé scandale. La folie, et donc le désespoir, représenté par la femme qui s'arrache les cheveux, et le temps, donc Chronos, qui règne sur toute chose. Et plus quantité d'autres, c'est un tableau qui a été souvent interprété, réinterprété, parce qu'il y a plein d'éléments très, très, très complexes qui se présentent. L'évolution postérieure, et en fait, c'est tout à fait l'équivalent visuel d'un poème de la Pléiade. C'est-à-dire que dans un poème de la Pléiade, vous avez exactement cette mélange de figures qu'on reconnaît, d'autres qu'on ne reconnaît pas tout à fait, mélange très disparate et nouveau, des relations qui ne sont pas celles qui étaient créées dans le récit original, une perturbation aussi par une forte présence de l'érotisme, qui est une des caractéristiques de la Pléiade et du maniérisme, etc. L'évolution postérieure du pétrarchisme va correspondre à une recréation incessante. À partir de 70, le néo-pétrarchisme d'un Philippe Desportes est un jeu littéraire dont les inventions galantes et les codes sont déterminés par le milieu fermé des salons aristocratiques, par exemple l'hôtel de Dampierre. Ronsard lui-même doit suivre ses goûts, et dans les sonnets pour Hélène, il traite parfois de menus sujets, d'envoi de fleurs ou le premier jour du carême, mais dans le même temps apparaît un pétrarchisme noir, aux décors funèbres et aux visions cinglantes, dans le printemps d'Agrippa d'Aubigné ou dans les poèmes d'Esto de Nuisement. Il préfigure le pétrarchisme baroque des années 85-1600. Jean de Sponde ou de la Roque sont soumis au flux des métamorphoses, des apparences ou des songes, et les procédés stylistiques s'exaspèrent dans ce vertige de la mouvance. Et il y aura une belle continuité du pétrarchisme à l'époque baroque, à l'âge classique, ensuite sous le siècle des Lumières, repris par les romantiques, etc. Merci beaucoup et donc bonne continuation.